Oui, donc Xavier Moreau m'a chargé de vous transmettre ses excuses. Il n'a pas pu, il y a eu un empêchement pour venir de Russie. Voilà, espérons qu'on pourra refaire un événement de ce type-là. Donc, bonjour à tous. Moi, je vais vous exposer un petit peu une synthèse un petit peu sur qui est George Soros et comment fonctionnent ces réseaux et une partie de son idéologie. Alors pour commencer, donc, l'intitulé de la conférence La société ouverte contre les populations, vous verrez que nous sommes en plein dedans avec ce qui se passe autour des Gilets jaunes et de la répression contre notre mouvement. Alors George Soros est né en Hongrie en 1930 sous le nom de George Schwarz. De son père Tivadar Schwarz, il a hérité une grande vivacité d'esprit et des capacités d'analyse et d'adaptation hors pair qui lui ont permis de s'imposer dans le milieu sans pitié de la finance internationale. Tivadar Schwarz était en outre l'un des rares locuteurs de ce projet de langue universelle qu'est l'espéranto. Il changera ainsi le nom Schwarz en Soros dans les années 30, mot qui signifie en espéranto « monter en flèche » dans le sens de « aller vers l'avenir ». Le cosmopolitisme de George Soros plonge ainsi ses racines dans cet héritage familial qui est celui d'une famille issue de la bourgeoisie juive de Budapest. Dans mon étude, je décris longuement le phénomène de la montée en puissance de cette bourgeoisie juive au sein de l'Empire austro-hongrois déclinant au XIXe siècle. Un processus qui va conduire à l'émergence de figures telles que Karl Popper et plus tardivement de George Soros lui-même. Cette bourgeoisie juive se mêlera à cette époque à l'aristocratie en déclin, mais ne pourra jamais accéder pleinement au pouvoir politique au sein de l'Empire austro-hongrois. Cette place ambiguë qu'occupera la bourgeoisie juive au sein de l'Empire austro-hongrois va lui permettre de forger un regard critique radical sur l'ensemble de l'organisation sociale à laquelle elle ne s'assimilait que partiellement. C'est dans ce contexte sociopolitique que va naître la pensée radicalement déconstructrice de toute forme de conservatisme et d'antilibéralisme de Karl Popper, pensée dont s'inspirera George Soros par la suite. Alors, George Soros est surtout connu au départ en tant que financier. Donc la force d'influence politique que possède George Soros lui vient de sa fortune colossale. Une fortune qui résulte d'un parcours assez exceptionnel dans le domaine de la finance. Un parcours qui doit sa réussite à son intégration dans l'élite financière et politique de l'hyperclasse mondiale dès ses études au sein de la prestigieuse London School of Economics, qui constitue depuis la fin du XIXe siècle véritablement la pouponnière des élites mondialistes de l'anglosphère. Rappelons que la London School of Economics a été fondée en 1895 par plusieurs membres de la célèbre société fabienne, la Fabian Society, le célèbre club de pensée de l'élite de l'anglosphère, on dirait un think tank aujourd'hui. Et la société fabienne est à l'origine, en 1900, de la création d'un parti politique anglais, le Labour, le Parti socialiste anglais. Donc, rien que ça vous montre la force et l'influence de cet institut. Surtout, dès son arrivée à New York, au début des années 60, Soros bénéficiera de l'appui des cercles influents, comme par exemple le réseau bancaire des Rothschild. Tout ça, ce sont des choses que je détaille très en profondeur dans le livre. Ces soutiens lui permettront de devenir un pionnier dans le domaine des fonds d'investissement, les fameux hedge funds. Un outil avec lequel il mènera des opérations de déstabilisation monétaire massive dans les années 80 et 90, engrangeant ainsi les milliards. En septembre 92, George Soros réalise son attaque boursière la plus connue et la plus retentissante, l'attaque contre la Banque d'Angleterre, une attaque spéculative au cours de laquelle il empochera pas moins plus d'1,1 milliard de dollars en 24 heures, ceci grâce à une opération menée contre la livre sterling. Sa fortune ne fera dès lors que croître,
passant de 7,2 milliards de dollars entre 2004 et 2006 à 24,9 milliards de dollars pour l'année 2016, selon le classement Forbes. Fin 2017, il transmettra 18 milliards d'euros de sa fortune 18 milliards de dollars de sa fortune personnelle vers l'Open Society Foundation. Donc on voit par là que c'est vraiment, on est au cœur de ce qu'on appelle l'hyperclasse mondialiste. Cette puissance financière, difficilement imaginable pour le commun des mortels, lui donne une force d'influence que peu de personnalités possèdent. Une force qu'il ne dissimule pas, lui qui se définit par ailleurs comme un homme d'État sans État. Alors pour être un homme d'État sans État, il fallait à ce financier un outil qui puisse lui permettre de mener à bien ses vues et ses opérations. Pour cela, il va créer l'Open Society Foundation. Alors la spécificité de George Soros est d'être un ardent militant de la cause mondialiste, mais aussi de posséder des velléités de marquer l'histoire de par son action dans le monde. Il use ainsi de sa fortune, non pas juste pour son bon plaisir, comme beaucoup de milliardaires, mais réellement dans un esprit globaliste missionnaire. Pour ce faire, il dispose d'un outil de dimension planétaire au travers de son réseau, l'Open Society Foundations, les fondations pour une société ouverte. Les fondations de Open Society comptent officiellement plus de 40 fondations nationales et régionales interconnectées à travers le globe. Mais elles sont en fait beaucoup plus nombreuses, car chaque branche de l'OSF entretient elle-même son propre réseau d'associations de terrain et finance de nombreuses autres ONG. Donc ça c'est aussi pour la partie, quand on nous parle de bien revenir là-dessus, mais de complot ou de complotisme, il suffit de s'informer sur les simples sites ou sur les productions de l'Open Society pour voir l'étendue de leur réseau et leurs différents champs d'investissement. Alors, qu'est-ce que l'Open Society ? C'est donc le nom générique de l'ensemble de ces fondations. Comme le dit le site de l'Open Society Foundation, elle possède 49 bureaux dans 43 pays, tous voués à une mission commune. Collectivement, ces fondations emploient près de 1600 employés et sont guidées par des centaines de personnes qui siègent au conseil consultatif et dans des conseils d'administration. Ils disent eux-mêmes, bien que nous ne soyons pas la plus grande fondation internationale en termes de budget, aucune autre organisation philanthropique n'emploie autant de personnes dans autant d'endroits différents. Dans les domaines où nous travaillons, la bonne gouvernance, les droits de l'homme, la pratique démocratique, l'éducation, l'économie, la santé publique, journalisme, justice et plus encore, notre personnel ainsi que des collègues et les membres des conseils fournissent une connaissance approfondie de la région. Elle est présente donc sur quasiment tous les continents. Alors je ne vais pas vous donner le détail, mais voilà, en Europe, en Europe on la trouve en Grande-Bretagne, en Belgique, en Hongrie, en Ukraine, où elle compte des bureaux dans 5 grandes villes, en Pologne, en Moldavie. Bref, aux États-Unis, en Amérique latine, enfin sur tous les continents. Son budget officiel pour l'année 2017 était évalué à 940 millions de dollars. Pour 2018, ce budget a rejoint les 1,5 milliard de dollars, ce qui représente une augmentation de plus de 60 millions de dollars en un an. Les dépenses totales de l'Open Society depuis sa création sont estimées quant à elles à 14 milliards de dollars pour ces 33 années d'activité. Ceci sans compter la dernière donation de 18 milliards de dollars dont je vous parlais tout à l'heure. Cela donne une idée de l'ampleur démesurée des moyens dont dispose ce réseau. Alors, pour arriver à ces fins, ce réseau va s'employer au travers, donc d'où le titre de la conférence, la société verte contre les populations. Elle va s'employer au travers de différents vecteurs d'action principaux. Alors comme vous voyez, vu l'étendue de ce réseau, je me suis concentré sur certains de ces vecteurs, comme par exemple l'immigration. Donc l'implication, c'est le chapitre un des plus longs du livre, hein, je détaille vraiment
un grand nombre d'associations qui sont reliées à l'Open Society Foundations, et encore, je n'ai pas fini de faire le tour, donc c'est vraiment une implication très importante. Donc Open Society Foundations et immigration. L'Open Society Foundations est l'un des outils les plus puissants au monde en matière d'influence et d'ingérence, car elle peut agir autant comme relais d'influence au niveau des États et des institutions internationales que directement sur le terrain grâce au maillage réticulaire que permettent ses partenaires locaux. Ceci est bien visible sur la question migratoire, où l'Open Society collabore à la fois avec des associations de proximité, comme les fameux No Borders, financés en Europe par l'ONG United for Cultural Action, ONG qui compte parmi ses contributeurs principaux l'Open Society Foundations, mais aussi une influence au plus haut niveau des institutions avec un think tank comme l'European Council on Foreign Relations, ECFR, la version européenne du fameux CFR américain, ECFR dont George Soros est l'un des créateurs et financiers. Le European Council on Foreign Relations est lui-même lié à un autre think tank européiste, l'Initiative de stabilité européenne, qui sera à l'origine du plan Merkel sur l'immigration. C'est ce plan qui organise l'accueil par l'Allemagne de près d'1 million de migrants depuis 2015. Ce plan Merkel était en fait directement inspiré par un plan que George Soros avait lui-même proposé sur son site officiel, un ambitieux plan d'échelle continentale intitulé « Rebâtir le système du droit d'asile ». Le plan de Soros donnait en fait les directives à suivre pour que l'Europe ne soit plus qu'un couloir de passage ouvert à toutes les migrations depuis l'Afrique et le Moyen-Orient. Le budget que l'Open Society consacrait à la seule question migratoire en 2018 était de 63,3 millions de dollars. Aussi, dès septembre 2016, George Soros promettait, en plus de ces 63 millions de dollars, d'investir 500 millions de dollars de placement en actions dans des investissements qui bénéficient aux migrants. Comme on le voit, l'implication de George Soros durant la crise des migrants fut massive depuis 2015. On notera aussi que l'une des organisations les plus impliquées dans l'installation de migrants venant de Syrie en Europe est l'association Human Rights Watch, dont le fondateur n'est autre que Aryeh Nayer, l'ancien président de l'Open Society de 1993 à 2012, et qui est aujourd'hui son président d'honneur. Cette même Human Rights Watch, qui est l'une des ONG les plus écoutées par les instances internationales dans les accusations de crimes de guerre portées contre l'État syrien et le président Bachar al-Assad. On voit dès lors se dessiner un scénario d'ensemble assez complet. D'un côté, la crise des migrants causée par les guerres en Libye puis en Syrie crée des flux migratoires intenses, et de l'autre, ces mêmes flux peuvent être utilisés pour affaiblir l'Europe et lui proposer des solutions de type globaliste. L'Open Society est donc ainsi au cœur de tous les processus de transformation sociale accélérés et furtifs que connaît l'Occident depuis sa création, depuis la création de l'Open Society, il y a plus de 30 ans, notamment en ce qui concerne le lobbying en faveur des changements juridiques dans le droit international sur le statut des migrations, bientôt considérée comme quasiment comme un droit de l'homme dans le cadre de l'accord international intitulé Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, le fameux pacte de Marrakech, qui inscrit la migration dans l'agenda mondial de l'ONU, et des États membres de l'ONU. Donc un autre vecteur, le vecteur d'immigration, donc, qui est central nous le verrons après, là, je vais exposer un petit peu une partie de la philosophie politique de cette notion de société ouverte. C'est un vecteur central pour la transformation des sociétés et pour installer l'utopie globaliste de la société ouverte. Donc un autre vecteur privilégié, c'est celui de la légalisation des stupéfiants. Alors, George Soros dit ouvertement, lorsque j'ai décidé d'étendre les activités de l'Open Society Foundations aux États-Unis, j'ai choisi la politique en matière d'usage de drogue comme mon premier champ d'engagement.
le champ d'engagement prioritaire. J'avais le sentiment que les politiques américaines sur cette question constituaient le plus grave risque de violation des principes d'une société ouverte. Donc à titre d'exemple, on va dire que le jour même de l'élection présidentielle américaine avait lieu, de 2016, avait lieu un référendum sur la légalisation du cannabis dans 9 États américains. 5 États ont ainsi validé la légalisation de l'usage récréatif et médical du cannabis: la Californie, le Maine, le Massachusetts, le Nevada et l'Arizona. 4 autres États, la Floride, Dakota du Nord, Arkansas et Montana, ont quant à eux validé l'usage du cannabis à des seules fins médicales. Un bouleversement social de grande envergure qui n'aurait pas pu se produire sans les campagnes de lobbying soutenues et financées par l'Open Society Foundations et par George Soros pendant des années. Alors ici, comme pour les questions migratoires, c'est au travers d'un maillage d'associations et de groupes d'ONG que Soros a pu coaguler les forces éparses des militants pro-légalisation et faire ainsi pression sur le pouvoir législatif à plusieurs reprises afin qu'il provoque ces référendums. En 2010, George Soros avait déjà versé $1 million afin de soutenir en Californie la première mouture de cette loi de libéralisation. La mesure avait été à l'époque rejetée par 54%, eh bien, ils l'ont reproposée. Elle a été finalement acceptée en novembre 2016 par 55% des votants, étendant désormais la légalisation de la marijuana à l'usage personnel et récréatif et non plus seulement médical. Depuis 1994, George Soros et l'OSF ont ainsi contribué à plus de $80 millions dans la lutte en faveur des politiques de légalisation aux États-Unis. Comme disait John Walters, un ancien directeur du Bureau national de contrôle des drogues de la Maison-Blanche, le mouvement pro-légalisation n'a pas pu provenir d'une lame de fonds populaire. Une grande partie de son financement est organisée par George Soros et promue ensuite par des célébrités. C'est un mode de fonctionnement habituel de ces réseaux-là. Dans le livre, je détaille aussi comment, parallèlement à cette activité de promotion de terrain, l'Open Society promeut aussi cet agenda de libéralisation de l'usage des stupéfiants au niveau des instances les plus hautes, comme l'ONU, et tente de pousser dans l'agenda de l'ONU cette légalisation au niveau mondial. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que je pense que des outils comme l'ONU sont parasités par ce genre d'ONG, d'associations et par cette idéologie, mais ils peuvent aussi être utilisés par des pays, on l'a vu sur la crise syrienne, par la Russie et par d'autres, pour justement faire une sorte de judo diplomatique pour imposer d'autres vues. Donc je pense qu'ils peuvent être utilisés par les États dans un autre sens. Le tout, c'est d'en avoir la volonté. Alors, oui, dernier centre, rapidement, sur un autre vecteur que j'ai d'influence de la société ouverte, des réseaux Open Society que j'ai étudié aussi, que je détaille dans mon livre, c'est évidemment la méthodologie des changements de régime politique, les fameuses révolutions colorées, qui visent à déstabiliser les régimes rétifs aux visées géopolitiques de l'Occident libéral. Ça a été très bien détaillé, notamment par Lucien dans son ouvrage sur l'Ukraine. Dès la fin des années 80, George Soros a été très impliqué dans l'ancien monde soviétique pour faire tomber les régimes communistes, pour participer à les faire tomber, parce qu'il estimait que les régimes communistes étaient devenus des régimes d'une certaine manière nationaux communistes, des régimes qui en fait avaient trahi l'idéal internationaliste et sans frontiériste originel du socialisme. Donc ils étaient devenus ce qu'il appelle une société fermée à l'échelle planétaire. En fait, un système concurrent du système mondialiste, donc un système qu'il fallait abattre, et finalement un système qui paradoxalement était devenu, notamment au niveau des valeurs sociales, assez conservateur selon les vues de la société ouverte. Donc à cette fin, il a organisé tout un tas d'opérations dans divers pays soutenues
les dissidents libéraux dans de nombreux pays de l'ancien bloc de l'Est participaient à faire éclater l'ancienne Yougoslavie. Le mouvement, notamment ensuite en Serbie, le fameux mouvement Otpor qui avait abouti à la destitution de Milosevic, était appuyé par l'Open Society au travers d'un centre qui s'appelle le centre Canvas, Center for Applied Nonviolence, qui a été créé à Belgrade en 2004 par deux personnes, Slobodan Djinovic et Srđa Popovic, donc des anciens dirigeants du mouvement Otpor, et qui sont toujours à la tête de ce mouvement, enfin en responsabilité dans ce mouvement. Canvas, qui sera aussi, donc ce centre sera aussi impliqué au travers de l'Open Society Foundations dans la formation de certains blogueurs et personnages d'influence du printemps arabe, et en Égypte notamment. Donc en Égypte, au travers du mouvement de la jeunesse du 6 avril, en appliquant la méthodologie de l'action non violente de Jane Sharp. L'ouvrage le plus connu de l'organisation, La lutte non violente en 50 points, a été traduit en 16 langues et a été utilisé aussi pendant le soulèvement post-électoral en Iran en 2009. Bon, ça aussi c'est un domaine très vaste que je détaille dans le livre. Donc je vais passer maintenant à la philosophie politique qui sous-tend toute cette action. Et cette notion prioritairement de société ouverte. Dans mon étude, j'interroge longuement cette notion de société ouverte. Je suis arrivé à la conclusion que cette notion désigne, pour ceux qui y ont recours, donc, le projet de modification permanente et furtive de l'ensemble de la société pour le compte des intérêts de la haute finance globaliste. Un projet de domination et de transformation sociale à grande échelle, camouflé en une utopie internationaliste, similaire en cela aux objectifs du communisme des origines, mais usant de moyens beaucoup plus sophistiqués et élaborés. Comme l'expose lui-même Karl Popper dans son livre « La société ouverte et ses ennemis », Karl Popper se veut le promoteur d'une ingénierie sociale fragmentaire, c'est-à-dire une ingénierie sociale par paliers qui progresse et transforme la société par étapes et par intervention limitée. Cela de manière quasi furtive et par touches imperceptibles. C'est une forme de constructivisme sociopolitique que Popper oppose à l'ingénierie sociale utopique, révolutionnaire et brutale de type marxiste et de type bolchevique. Le mode opératoire de George Soros et de l'Open Society s'avère en fait être une reconfiguration permanente et extrêmement bien maîtrisée des processus sociopolitiques contemporains selon cette méthodologie de Popper, une méthodologie que Soros a radicalisée. Dès lors, l'idée de société ouverte se présente comme un outil d'ingénierie sociale incroyablement efficace, un prétexte démocratique et une idée force mobilisatrice dont l'horizon d'attente est l'intégration de toute l'humanité sous la forme d'un œcumène mondial intégré, dont le credo pourrait être une seule terre pour une seule humanité. Selon cette définition, si le but des réseaux Soros est d'arriver à une société ouverte planétaire, pour ce faire, il faut procéder par étapes et surtout il faut fluidifier et dissoudre les agrégats humains rétifs aux changements impulsés par ce que j'appelle la chaîne du pouvoir politique réel. C'est-à-dire cette chaîne constituée dans l'ordre d'importance par la finance internationaliste, qui est porteuse de la matrice du projet cosmopolitique. On voit actuellement, pour moi, avec la révolte des Gilets jaunes, réellement cette nouvelle forme de lutte des classes, mais de confrontation entre une bourgeoisie. Quand on parle de cosmopolitisme, en fait, c'est très concret. C'est-à-dire, c'est quand certains parlent justement de la France périphérique ou de la bourgeoisie des centres-villes, cette bourgeoisie des centres-villes devient une bourgeoisie globale, la bourgeoisie de la société ouverte, la bourgeoisie qui a fait sécession avec sa propre population d'origine. Naturellement, cette bourgeoisie-là
tend à créer un système par essence cosmopolite, c'est-à-dire à faire des différents lieux, de ces différents lieux de vie, une seule et même unique ville dont les populations natives sont rejetées et deviennent périphériques, et d'où la révolte des Gilets jaunes en France. Donc cette finance internationaliste, porteuse, matrice du projet cosmopolitique, c'est aussi ce que certains appellent l'hyperclasse mondiale, hein, c'est la classe des George Soros, en France des Attali, ces gens-là. Donc c'est vraiment, ce sont eux qui sont au cœur de ce dispositif-là et qui sont porteurs de cette utopie et de ce projet de société ouverte. En second plan de cette chaîne du pouvoir politique réel, je placerai les médias de masse, ce qu'on pourrait considérer l'église de l'opinion publique, ceux qui veulent façonner un esprit public globaliste dans tout l'Occident et au-delà, et qui tendent à créer une forme de vie politique uniforme et complètement soumise aux vues de la finance internationaliste. En troisième lieu, je placerai la technocratie et les organisations non gouvernementales, c'est-à-dire le pouvoir politique réel qui est un pouvoir non élu. En fait, des instances comme l'Union européenne et effectivement tous ces réseaux d'ONG, d'organisations non gouvernementales, qui tendent à chevaucher les prérogatives du politique et à dissoudre le politique. Et c'est seulement en quatrième plan que je placerai la politique spectacle du parlementarisme, c'est-à-dire ce qui nous est donné à voir, le spectacle politique et tous ces gens qui sont finalement que la dernière courroie de transmission dans nos pays au niveau national des vues de cette finance internationale. Et enfin, évidemment, en bas de pyramide, les populations, nous, le cheptel humain, les sans-dents, les gilets jaunes. Voilà. Donc le moyen pour arriver à dissoudre l'homogénéité des sociétés, pour imposer ce projet sans frontiériste, c'est la subversion politique qui s'appuie sur tous les relais possibles dont je vous ai exposé certains d'entre eux. Tout cela constitue autant de technologies politiques perfectionnées qui visent à recomposer les équilibres géopolitiques contemporains selon des objectifs stratégiques, économiques et idéologiques qui sont ceux de l'hyperclasse mondiale dont le clan Soros est l'un des moteurs les plus importants, mais évidemment pas le seul. Le cosmopolitisme est une guerre concrète et permanente contre les populations qui dure maintenant depuis plus d'un siècle et qui est menée par une fraction très organisée des élites bancaires, médiatiques, culturelles et politiques internationales. La démolition contrôlée de nos sociétés fait partie des moyens et des conséquences de cette guerre contre les peuples. Dans cette guerre permanente, autrefois, le bolchevisme fut manipulé au XXe siècle par la haute finance. Alors ça, je détaille beaucoup dans mon livre, cette partie-là aussi. Donc le bolchevisme fut manipulé par la haute finance sans remords et avec le même cynisme que le sont aujourd'hui les transferts massifs de population et l'immigration par des forces du même type. Oui, ce que j'explique, c'est que d'une certaine manière, l'immigré joue le même rôle que le prolétaire autrefois, l'immigration de masse, que les masses déracinées par la révolution industrielle. Et de la même manière qu'on a les pouvoirs forts, les pouvoirs financiers ont soutenu le communisme des origines selon la même vue internationaliste, dans la récupération de la colère des masses prolétaires déracinées. De la même manière, on va utiliser à notre époque le vecteur au niveau mondial de l'immigration. C'est le vecteur prioritaire pour casser l'homogénéité des sociétés et arriver à cette nouvelle forme d'organisation planétaire qui est cette utopie de la société ouverte. La forme actuelle de cet internationalisme agressif est l'idéal de la société ouverte et l'action de ces réseaux. Partout dans le monde, une subversion globalisée s'acharne à mettre à terre les normes sociales et anthropologiques qui étaient encore debout après les 2 guerres mondiales et la guerre froide. Pour ce faire, cette subversion planétaire emploie toutes les ressources à sa portée. Donc maintenant, une autre idée importante qui nous concerne directement, dont d'ailleurs quelqu'un m'a parlé tout à l'heure,
dans la pensée et l'action de George Soros, une autre idée importante est constituée par ce qu'il appelle la théorie de la réflexivité. Bon, cette théorie est issue directement de l'observation par George Soros de la vie et de l'évolution des marchés financiers, puisque c'est cela son activité principale au départ. La théorie de la réflexivité cherche à appliquer au domaine de la bourse et de la finance des idées qui rappellent celles développées par la mécanique quantique dans le domaine de la recherche de la physique fondamentale. Une notion centrale dans, dans cette théorie de la réflexivité est le principe d'indétermination, principe similaire au fameux principe d'incertitude de Heisenberg qui est utilisé dans la physique des quanta. Cette théorie de la réflexivité sera ensuite appliquée directement au champ de l'influence sociopolitique. Alors, ça peut paraître un peu complexe comme ça, mais en fait, c'est assez simple. C'est, d'une certaine manière, une forme de sociologie du chaos, on pourrait dire, hein, où en fait, l'ingénieur social doit constamment sonder les tendances des sociétés pour s'y investir. Alors, l'idée centrale de la théorie de George Soros est que les marchés financiers sont en fait imprévisibles par nature. Bien que les résultats du marché soient objectifs et mesurables, ils ne sont pas réels, car ils demeurent instables. Dans ce cadre-là, rien ne permet donc aux acteurs des places boursières d'anticiper rationnellement l'évolution des marchés, et c'est par une sorte d'intuition quasi suprarationnelle, une sorte d'alchimie, selon la formule de Soros, que l'investisseur, l'acteur des marchés, peut anticiper certains mouvements cruciaux au sein des marchés. Et donc c'est la même démarche qui va être employée pour l'influence sociopolitique. Donc de manière générale, les règles des marchés, comme celles de la physique dans la physique des quanta, sont étrangères à la sphère des perceptions humaines. Elles ne changent pas en fonction de la perception qu'en ont les personnes. Donc les humains développent ainsi des systèmes théoriques basés sur leurs convictions et non sur des certitudes. Mais ces systèmes théoriques leur permettent d'agir sur le réel. Mais le réel, en retour, va leur renvoyer un retour réflexif. Les humains opèrent alors des choix, mais agissent en fait comme s'ils vivaient dans un monde imaginaire déconnecté du réel qu'ils ne peuvent appréhender malgré leurs efforts théoriques. Bref, dans ce cadre-là, aucune de leurs décisions n'est véritablement fondée sur la connaissance, les conséquences de leur action s'avérant généralement totalement différentes de celles qu'elles avaient anticipées. Un principe qui rappelle celui de l'hétérotélie dans le champ historique, principe qui stipule que le résultat est bien souvent très éloigné de celui escompté à l'origine. Cela peut donner l'impression que les marchés anticipent les développements futurs avec précision, mais en fait ce ne sont pas les attentes présentes qui correspondent aux événements futurs, mais les événements futurs qui sont façonnés par les événements présents. Les perceptions des participants sont intrinsèquement faussées. Et il y a une connexion à double sens entre les perceptions, là c'est Soros qui parle, il y a une connexion à double sens entre les perceptions faussées et le cours actuel des événements, qui a pour conséquence un manque de correspondance entre les deux. J'appelle cette connexion à double sens la réflexivité. C'est cette rétroaction à double sens entre la réalité et sa perception que George Soros nomme la réflexivité. Ce concept constitue la clé de voûte de son système et c'est cette même idée qu'il appliquera ensuite dans le domaine métapolitique. Cette théorie constitue un outil opératif qui permet à Soros d'appréhender les évolutions possibles des sociétés et les situations historiques dans lesquelles il intervient en y investissant ses moyens financiers. C'est donc un financier qui, de la même manière qu'il sonde les marchés, qu'il voit les tendances à la hausse, à la baisse, il observe la même chose pour les sociétés et il va investir sur une tendance ou une autre. Notamment, il parle longuement de cette théorie dans un livre qu'il a écrit au début des années 90 qui s'appelle Opening Soviet System, comment ouvrir le système soviétique, et qui détaille à la fois son action, ses investissements et aussi sa philosophie politique et sa méthodologie. Donc c'est en temps réel quelqu'un qui agit, réfléchit son action et cherche à laisser une trace dans l'histoire. Donc la théorie de la réflexivité peut réellement être définie comme une théorie économique appliquée à l'histoire et à la sociologie politique. On peut parler d'une théorie de la réflexivité politique et historique. Appliquée dans le domaine de l'ingénierie sociale, pour reprendre les études de Lucien, il s'agit pour l'influenceur social d'étudier attentivement le terrain dans lequel il va s'impliquer et de toujours garder à l'esprit que la situation peut prendre des formes complètement différentes de celles attendues au départ, du fait même de son intervention.
C'est typiquement ce qui se produit dans les périodes de crise politique grave et de révolution, moments historiques dans lesquels les réseaux Soros s'investissent afin de tenter d'orienter le cours des événements. Soros agit ainsi avec les mouvements révolutionnaires et les changements de société comme il le fait avec les marchés financiers. Comme je vous disais, en étudiant les tendances à la hausse et à la baisse, en analysant en permanence le plus de données possible et surtout en investissant sur les personnes et les bons relais, il cherche à reconfigurer des équilibres sociaux et politiques en faveur de ses intérêts, de ses objectifs, de sa vision du monde. La vie des sociétés et des nations étant perçue comme les fluctuations des marchés financiers soumises au changement permanent au nom des principes de la société ouverte et de l'individualisme philosophique et politique. Pour résumer cette vision, dans la société ouverte de la réflexivité politique, l'idée de George Soros se fait une idée de la société dans laquelle l'instabilité est une propriété inhérente des sociétés humaines et la stabilité, elle, quant à elle, un état provisoire, parfois nécessaire, mais finissant toujours par se solidifier de manière problématique en un état de fermeture critique qu'il dénomme la société close. Donc les sociétés doivent rester ouvertes, c'est-à-dire l'équivalent d'un organisme qui n'aurait pas de défense immunitaire contre les causes humanitaires. Voilà. Tout ceci nous amène, toute cette philosophie ne vient pas de rien, enfin, toute cette philosophie politique, et en fait cette pratique politique, moi ce qui m'a intéressé d'étudier, c'est de voir qu'on est face à une personne qui s'est dotée des moyens financiers pour réaliser son action, a une vision du monde qui structure cette action, et la met en pratique. C'est réellement une pratique politique du globalisme. C'est la praxéologie du mondialisme appliqué. C'est ce qui m'a intéressé d'étudier. Cette vision du monde, ces théories ne viennent pas de rien. Dans le livre Underwriting Democracy, au sous-titre explicite encourager la libre entreprise et les réformes démocratiques dans l'Europe soviétique, dans l'Europe de l'Est soviétique, George Soros explique l'influence qu'ont eu sur sa pensée les travaux de l'anthropologue Gregory Bateson. C'est quelque chose que j'ai déjà exposé dans d'autres conférences, mais je pense que c'est important d'y revenir. Gregory Bateson, et principalement de son livre « Vers une écologie de l'esprit ». George Soros dit « J'ai lu Vers une écologie de l'esprit de Gregory Bateson et j'en ai été inspiré. Bateson était présent à la création de la cybernétique et en a appliqué les principes dans de nombreux domaines différents, depuis l'alcoolisme à la schizophrénie, en passant par l'urbanisation et le codage génétique. » Bref. Anthropologue, psychologue, alors qui est Gregory Bateson ? Anthropologue, psychologue et épistémologue, Gregory Bateson est l'un des pères de la cybernétique. La cybernétique est au cœur des processus d'ingénierie sociale. Étudier le travail de Bateson nous permet de comprendre ce que recouvre le concept de société ouverte dans sa dimension de sociotechnique et d'ingénierie sociale à échelle planétaire. Une dimension essentielle du programme métapolitique de l'Open Society qui éclaire sa méthodologie partout où elle agit dans le monde. Alors donc, ce Gregory Bateson jouera un rôle clé dans le développement de la cybernétique. Après avoir servi dans le renseignement militaire américain pendant la Seconde Guerre mondiale comme anthropologue au sein de l'OSS, l'ancêtre de la CIA, il sera l'un des participants des fameuses conférences Macy. Conférence qui était organisée à New York par la fondation Joshua Macy. Alors les conférences Macy, qu'est-ce que c'était ? C'est de 1900, à l'initiative d'un neurologue, Warren McCulloch, les conférences Macy de 42 à 56 réunirent à intervalles réguliers un groupe interdisciplinaire de mathématiciens, logiciens, anthropologues, psychologues et économistes qui s'étaient donné pour objectif d'édifier une science générale du fonctionnement de l'esprit, une approche interactionnelle du comportement humain. Elles furent à l'origine du courant cybernétique et des sciences cognitives. Dans cette perspective, toutes les sociétés humaines sont perçues comme des systèmes, comme un système informatique. Un système cybernétique peut être défini comme un ensemble d'éléments en interaction. Les interactions entre les éléments peuvent consister en des échanges de matière, d'énergie ou d'informations.
Ces échanges constituent une communication à laquelle les éléments réagissent en changeant d'état ou en modifiant leur action. La communication, le signal d'information et la rétroaction sont des notions centrales de la cybernétique et de tous les systèmes, organismes vivants, machines ou réseaux de machines. Notre monde est intégralement constitué de systèmes vivants ou non vivants, imbriqués et en interaction. Comme le dit, là je cite Lucien Zeuriz, la cybernétique est l'intuition fondatrice de l'ingénierie sociale. Cela consiste à niveler la différence entre les systèmes vivants et les systèmes non vivants. Tout est objet. Par une formalisation très précise d'une subjectivité, on peut de proche en proche prendre le contrôle du faisceau de l'attention d'une personne et la mener où l'on veut. C'est l'art de la manipulation avec effectivement un niveau de précision scientifique. C'est pour cela qu'on parle d'ingénierie. La cybernétique constitue ainsi l'outil socio-technique qui permet de décomposer et recomposer le corps social à dessein. Donc c'est important de comprendre comment cette notion de société ouverte se trouve à la confluence de courants à la fois philosophiques et de recherche fondamentale telles que la cybernétique et l'ingénierie sociale, puisque le projet de Soros vise à recomposer les nations dans lesquelles il s'investit et à les rendre, à les configurer selon un agenda de planification mondiale. Alors les conférences Meissi qui se déroulaient sans public, donc on est dans l'influence à haut niveau, furent à l'origine du développement de la cybernétique. Ces 10 conférences sont restées célèbres dans les annales de l'histoire de ce champ du savoir, puisqu'elles l'ont partiellement fondé. Voilà, elles étaient sous-intitulées « Mécanismes de rétroaction et de causalité circulaire dans les systèmes biologiques et sociaux ». Dès les origines, les conférences Meissi, de 46 à 53, de 42 à 56, vont faire le lien entre les milieux intellectuels et humanitaires d'après-guerre et le monde militaire anglo-saxon. Donc une incroyable collection d'invités ont assisté aux sessions de ce groupe de recherche sur la cybernétique au cours de leurs 7 années d'existence. Parmi eux, Max Horkheimer, le directeur de l'école de Francfort, qui a collaboré avec le groupe tout en menant des études sur les préjugés. Le docteur Harold Abramson, l'une des figures scientifiques de la CIA, impliqué aussi dans les expérimentations secrètes autour du LSD. Ce dernier a non seulement assisté à la 6e conférence du Cybernetic Group, mais a aussi travaillé avec Frank Fremont Smith, directeur de recherche des conférences Macy's, où des hauts fonctionnaires du projet MKUltra ont pu se rencontrer sous la couverture et les finances et l'appui financier de la fondation Macy. La fondation Macy a également fourni du financement et de la publicité au docteur William Sargan, dont le livre Battle for the Mind a fourni un manuel pratique sur le lavage de cerveau, sur le lavage de masse des cerveaux. Sargan a passé 20 ans aux États-Unis travaillant sur le projet MKUltra et d'autres projets secrets de contrôle mental menés par les gouvernements américains et britanniques. Tout ça, c'est des citations issues du livre et des sources que je pose directement dans le livre. Si je vous dis toutes les sources maintenant, ce sera un petit peu long. Le groupe de recherche travaillant sur la cybernétique dans le cadre des conférences Macy sera aussi à l'origine de la World Federation of Mental Health, dont l'un des présidents, le général John Rawlings Rees, était par ailleurs le directeur de l'Institut Tavistock. Bateson lui-même sera aussi impliqué dans dans l'hôpital de Palo Alto, hôpital pour vétérans dont certains soupçonnent qu'il participa à des expérimentations criminelles qui consistaient à administrer du LSD aux patients de l'hôpital. Bateson, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il est surtout le théoricien d'une notion clé du mode opératoire de la société ouverte, c'est la notion de schismogénèse. Alors la schismogénèse, qu'est-ce que c'est ? C'est l'étude de la manière dont des groupes humains génèrent une identité spécifique. Il a étudié au sein de certaines tribus par quels moyens
Par quel moyen des tribus au départ homogènes commencent à se distinguer les unes des autres, et en fait comment se crée donc un schisme, et comment ces tribus au départ qui forment un seul groupe deviennent des groupes séparés. Donc cette étude-là, dans le cadre de l'action de l'Open Society, peut être utilisée pour schismogénèse pour créer des schismes. C'est ce qui s'est passé en Ukraine, comme nous le montrera Lucien. Donc savoir identifier, c'est vraiment la méthodologie Open Society. C'est pour cela qu'ils aident, qu'ils appuient constamment les groupes minoritaires, parce que les groupes minoritaires sont perçus comme des leviers contre la majorité, contre l'homogénéité et la stabilité des sociétés dans lesquelles l'Open Society s'investit. Donc c'est le prétexte humanitaire pour en fait manipuler des minorités. Pour finir sur cette approche rapide de la cybernétique qui est au cœur des processus de transformation sociale de la société ouverte, les participants des conférences Macy étudièrent avec un grand intérêt la publication de l'étude intitulée « La personnalité autoritaire », étude collective produite par l'Institut de recherche sociale, qui est plus connu sous son nom d'École de Francfort, et qui fut édité en 1950 par l'American Jewish Committee sous la direction de Theodor Adorno. L'Institut de recherche sociale, qui est donc le nom officiel de la fameuse École de Francfort, travaillait à l'époque sur des champs de recherche proches de la cybernétique. L'objet de l'étude de la personnalité autoritaire était d'analyser les ressorts psychologiques et sociaux qui ont permis l'émergence du fascisme au XXe siècle. Un outil qui allait servir dès les années 50, durant la guerre froide, face au stalinisme, mais aussi pour contrer l'émergence de tout autoritarisme en Occident et aux États-Unis. Là aussi, dans le livre, je détaille comment les différents courants, comme le libéralisme popérien, le freudo-marxisme de l'école de Francfort et ces milieux de la cybernétique vont converger pour créer, pour influencer, sont des influences directes de la méthodologie et de l'idéologie de la société ouverte de George Soros. En fait, George Soros a repris tous ces travaux qui étaient en amont, toute cette méthodologie, et là, d'une certaine manière, rendue la plus efficiente possible avec l'apport de ces milliards. Bon, sur cette étude sur la personnalité autoritaire, Theodor Adorno, le directeur de cette recherche collective, posait à l'époque la question: si un individu potentiellement fasciste existe, à quoi ressemble-t-il? Qu'est-ce qui contribue à former la pensée antidémocratique? Quelles en sont les forces organisatrices à l'intérieur de la personne? Donc ils vont nous sonder les esprits. À l'époque où nous avons recueilli la plupart de nos données, le fascisme venait de perdre la guerre et par conséquent nous ne pouvions pas nous attendre à rencontrer des sujets qui s'y seraient ouvertement identifiés. Cependant, nous n'eûmes pas de difficulté à trouver des sujets dont la vision du monde était de nature à indiquer qu'ils auraient été prêts à accepter le fascisme au cas où il serait devenu un mouvement social puissant, respectable. Donc on voit ces gens qui, dès les années 50, à peine vaincus l'hydre fasciste, commencent déjà à sonder les esprits des Américains même, au cas où ça risquerait de revenir aux États-Unis. Donc, comme on le comprend aisément, cette personnalité autoritaire est ce qui s'oppose le plus directement à la réalisation d'une société intégralement ouverte, que ce soit au niveau politique, religieux, ethnique ou psychologique. À chaque crise de croissance de la montée de la société ouverte dans l'histoire, depuis les Lumières et avant, cette personnalité autoritaire se coagule et se reconfigure périodiquement sous des formes extérieures différentes, mais toujours animées du même moteur immobile anti-progressiste. C'est cet inconscient collectif autoritaire qu'il convient de briser afin d'empêcher définitivement la réapparition de la personnalité européenne sur la scène de l'histoire, quelle qu'en soit sa forme. Pour cela, le rôle de la cybernétique et de l'ingénierie sociale est essentiel. Adorno explique ainsi, dans la personnalité autoritaire, notre tâche est comparable à celle de l'élimination de la névrose, de la délinquance ou du nationalisme dans le monde. Nationalisme égale maladie mentale. Donc on voit une convergence, comme je vous disais, entre le libéralisme popérien, le freudo-marxisme de l'école de Francfort, la cybernétique et l'ingénierie sociale. Le but de la cybernétique, et donc le but de la société ouverte, c'est de dissoudre le politique et de le remplacer
remplacer le politique par la gestion des populations en tant que multitudes humaines déracinées. Alors, justement, nous sommes actuellement dans une crise de croissance de la société ouverte. La révolte des Gilets jaunes en France est une crise du mondialisme, une crise de cette société ouverte sur le territoire francophone. Voilà, pour ces gens-là, sur ce territoire-là, il y a une réaction, une réflexivité historique, une boucle réflexive qui est en train de s'actionner. Une partie du cheptel est en train de sortir de l'enclos. Maintenant, où est-ce qu'il va aller? Ça, c'est autre chose. Alors, pour conclure cet exposé, justement, face à cette réflexivité qui est en train de se manifester notamment en France, Soros a déjà anticipé cela. Donc dans son livre, justement, Opening Soviet System, il parle du fait qu'à un moment donné, cette utopie de la société ouverte va créer un état social dans lequel l'être humain sera tellement dissocié de ses semblables, sera tellement atomisé, qu'il risque d'avoir de freiner ce processus et d'avoir la nostalgie de l'état précédent, la société ouverte. Donc la nostalgie de la société close. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il ne pourra plus revenir à la société traditionnelle. Donc il va être tenté de créer en fait une réaction et en fait du nationalisme, du totalitarisme, et de se référer à une norme. C'est ça qui est intéressant, c'est que Soros a conscience que l'individu ne peut pas vivre complètement auto-centré, donc il va avoir recours, vouloir retrouver une norme qui soit issue d'autre chose que sa propre individualité. Il dit ainsi, Soros, ceux qui sont incapables de trouver un objectif en eux-mêmes peuvent être alors amenés à rechercher un dogme qui fournirait à l'individu un ensemble de valeurs déjà prêts et une place sécurisante dans l'univers. Une voie pour se débarrasser de l'absence de but et d'abandonner la société ouverte. Si la liberté devient un fardeau insupportable, la société close va alors apparaître comme un salut. Nous avons vu de quelle manière ce que Soros appelle le mode critique de pensée pose le fardeau de devoir décider de ce qui est juste ou faux, bien ou mal, sur les seules épaules de l'individu. Donc là encore, c'est Soros qui parle. Étant donné les imperfections de la compréhension de l'individu, il y a un nombre de questions vitales, comme celles qui concernent la relation de l'individu avec l'univers et sa place dans la société, pour lesquelles il ou elle ne peut tout simplement pas amener de réponse absolue. L'incertitude est difficile à supporter et l'esprit humain est susceptible de faire de grands efforts pour y échapper. Donc, en gros, ce que craint Soros, c'est qu'au bout d'un moment, ce libéralisme de la société ouverte devienne insupportable, y compris au plan psychologique, et ingérable à tous les niveaux. Alors, pour conclure, je pense que oui, nous sommes face à une phase de ce type-là. D'une certaine manière, les choses s'accélèrent. Le mouvement des Gilets jaunes est par exemple peut être interprété comme une sécession de la partie de la population qui est en train de réagir de manière instinctive et plus théorisée pour certaines personnes, mais déjà de manière instinctive contre les conséquences de l'application de la société ouverte en France et en Europe. Et on voit, de manière symétrique, cette sécession qui intervient au moment où l'euroglobalisme accélère. Dans une conférence précédente, j'ai exposé de quelle manière mai 68 était une révolution de type pré-sorosienne, une révolution de couleur, qui visait à faire sortir la France de l'époque du général de Gaulle, à la faire sortir, à faire abandonner sa souveraineté, à la faire rentrer dans les premières étapes de l'euroglobalisme. Et maintenant, la révolte des Gilets jaunes, à 50 ans de distance, montre une volonté inverse, c'est-à-dire une volonté de retour à une protection et à de la souveraineté. On voit donc nos élites qui accélèrent la marche. On voit Macron qui organise le forum de la paix à Paris, un forum organisé avec le soutien de l'Open Society. Ensuite, on voit, donc on a vu la signature du pacte de Marrakech, on voit bientôt la signature du traité d'Aix-la-Chapelle qui va augmenter l'intégration
l'intégration du couple franco-allemand, l'intégration européenne. Donc les lignes de démarcation géopolitique se font toujours plus lisibles. Dès la sortie de mon livre, j'expliquais que si ce projet globaliste de société ouverte est combattu en Europe de l'Est, ou en tout cas en Russie, depuis 2015, les ONG de l'Open Society sont persona non grata. Maintenant, la Hongrie a fait de même, voire plus. L'administration Trump aux États-Unis est en lutte permanente depuis avant les élections. Depuis Trump, avant les élections et maintenant l'administration Trump est en lutte permanente contre les réseaux Soros et le projet sorosien. Maintenant, on voit même en Europe occidentale des pays comme l'Italie qui commencent aussi à s'émanciper. Naturellement, la base de repli de ce projet, parce que c'est bien beau de rêver, mais au bout d'un moment, il faut incarner les choses sur un territoire. Donc le seul territoire de repli qui va rester à cette utopie, c'est le couple franco-allemand, c'est l'Union européenne et principalement donc le moteur de l'Union européenne, le couple franco-allemand. D'où la tension et la pression qui augmentent chez nous, et d'où la répression des Gilets jaunes. Parce que je pense que l'utopie de société ouverte, comme le socialisme originel, va passer par sa phase répressive, par sa phase dictatoriale. Malgré des centaines de vidéos qui attestent des agressions, l'existence de ces nombreux blessés est niée. Le gouvernement refuse de voir les violences policières et pendant des semaines, les médias les ont ignorées. J'ai pris le flash ball au niveau du visage. C'est un cauchemar qui est une réalité en fait. Le paradoxe de la société ouverte, c'est d'annuler les frontières pour les petites gens, mais justement ensuite d'augmenter la répression pour se protéger de ces gens qui sont alors déracinés et n'ont plus de cadre pour vivre normalement. Donc, dans ce contexte, la révolte des Gilets jaunes contre la société ouverte, pour moi, découle d'une forme d'ingénierie sociale inversée, une ingénierie sociale conservatrice que la population pourrait s'appliquer à elle-même face au projet globalitaire de nos élites et face au projet de forteresse Europe de la société ouverte que veulent ériger les Macron, Merkel, Attali, Soros, etc. Mais si cette révolte des Gilets jaunes amène un changement de régime nécessaire en France, il faudra alors être très attentif à l'alternative de retour à l'ordre qui nous sera proposée. Effectivement, je pense que ce qui va être tenté, si ce mouvement n'est pas forcément récupérable tel que, ça va être de l'influencer, de faire naître en son sein des courants contradictoires, des courants plus libéraux, des courants réformistes, on pourrait dire, qui mèneront le mouvement à l'impasse, et surtout des personnalités. Donc par exemple, j'ai vu un des animateurs là en fait, plusieurs animateurs des Gilets jaunes avaient fait la comparaison entre le Maïdan, en citant le Maïdan presque comme un exemple. Donc c'est d'où cette vidéo que vous avez peut-être vue avec Xavier Moreau, où on s'est attelé à déconstruire ce parallèle-là. Et cette vidéo a été vue par certains des animateurs connus des Gilets jaunes. Elle leur a été transmise afin qu'ils aient les bonnes informations, parce qu'ils ont besoin d'être appuyés dans leur réflexion, dans leur action, parce que ce sont des hommes d'action, ils ont besoin qu'on les appuie dans la réflexion pour ne pas se faire avoir et se faire manipuler. Récemment, j'entendais un de ces jeunes là aussi, je crois Maxime Nicole, qui disait que l'un de ses avocats est un certain William Bourdon. Alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais par exemple William Bourdon, c'est un avocat bien connu, proche de l'Open Society, qui est président de l'association Sherpa, une association qui perçoit des financements de l'Open Society. C'est par ce type de pénétration de la mouvance des Gilets jaunes que vont essayer de s'investir les réseaux Soros selon la méthodologie que je vous ai exposée, c'est-à-dire ils voient des tendances sociales à la hausse, ils vont essayer de s'investir. Maintenant, on peut avoir les milliards qu'on veut, il faut aussi avoir le projet qui correspond à minima à ce qu'attend la population. Donc je pense que je suis ouvert maintenant aux questions pour les développements, sur les développements de cette situation qui nous concerne tous. Voilà pour cet exposé. Merci à vous.